Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur BB24. Tout de suite, le sommaire. Liquidité en 1977 et crise économique en 1989, la conférence des forces vives de la nation était devenue indispensable pour sauver le Bénin du naufrage en février 1990. Rappel historique dans ce journal. Un artisan s'illustre dans la conception de machines agroalimentaires. Cet ajusteur tout neuf vivant à Parakou vient de créer une moulinette à maïs. Incursion dans le domaine des arts et cultures, c'est pour tâter le pouls de ce secteur, diagnostic et piste de solutions pour son mieux-être dans ce journal. Comment relancer l'économie béninoise confrontée à une crise sans précédent en 1989? C'est l'une des préoccupations à l'origine de la conférence nationale au Bénin. Déjà en 1977, on parlait de surliquidité dans les caisses de l'État béninois à la BCEAO. Mais de 1977 à 1990, comment est-on passé du printemps au chaos? La réponse à cette question avec Ali Oudou, ancien ministre du président Mathieu Kérékou, au micro de Arnaud Adadja. Qu'on se souvienne que le président Mathieu Kérékou avait dit qu'il n'avait pas convoqué la conférence nationale parce qu'il y avait un problème politique, mais qu'il avait un problème économique. Pourquoi? Parce que si nous avons commis des erreurs idéologiques en proclamant de manière hasardeuse le marxisme, dans la mesure où la révolution, le parti de la révolution lui-même a décliné la ligne générale de la révolution en 3 étapes. Le mouvement révolutionnaire de libération nationale, la révolution démocratique populaire et la révolution socialiste. Donc nous, on était encore à la première étape, l'étape du mouvement révolutionnaire de libération nationale. Il fallait renverser la domination étrangère. Et ça s'est traduit par les nationalisations, par la création des sociétés d'État. Parce que du point de vue du matérialisme historique, le capitalisme n'avait pas achevé son accumulation primitive dans notre pays. Et les hommes d'affaires privés ne pouvaient pas assumer cette responsabilité. C'était du devoir régalien de l'État d'asseoir les bases d'une économie nationale. Et c'est ainsi qu'on a jeté les grandes bases, à la fois du point de vue économique que infrastructurel. Et c'est ce qui permettait à l'époque à l'économie d'avancer. Mais quand les gens ont tenté, les ennemis ont tenté 5 coups d'État, ça n'a pas marché. Ils ont tenté l'agression barbare du 16 janvier, ça n'a pas marché. Ils ont compris que c'est du côté économique qu'il faut s'appuyer. Et on dirait qu'après l'agression du 16 janvier, un mot d'ordre avait été donné pour que les cadres sapent l'économie nationale. On se rappelle encore des tiroirs qu'on appelle, dans lesquels on trouvait ce message, j'ai pris ma part et je suis parti. Donc c'est ce problème qu'on avait. Étant donné que l'enfant malade d'Afrique avait réglé son problème qui se traduisait par une stabilité politique, il fallait maintenant construire ce qu'on appelle l'économie nationale. Encourager les opérateurs privés à entreprendre. Et les grands hommes d'affaires de ce pays ont été fabriqués pendant la révolution, pendant la période révolutionnaire. Mais ils ne pouvaient pas faire concurrence avec le monopole international. Ils n'avaient pas les moyens financiers, encore moins matériels, pour faire la concurrence. Il n'y a que l'État qui a la possibilité de financer de grands investissements qui pourraient le faire, et en même temps encourager les opérateurs économiques pour que la bourgeoisie compradore, ceux qui achètent
pour venir vendre, se transforme en bourgeoisie nationale. C'est-à-dire qu'il crée des sociétés qui créent la valeur, qui créent de l'emploi, mais malheureusement, nous avons commis une erreur idéologique avec la proclamation du marxisme et les ennemis s'en ont saisi pour mobiliser contre nous l'environnement qu'on appelle régional et international. Donc, la plus grande erreur de la conférence nationale, c'est de n'avoir pas fait une analyse judicieuse en déclarant le libéralisme intégral, économique, politique. On pouvait faire le libéralisme politique, mais pas économique, parce qu'on n'est pas outillé pour faire la compétition avec le grand monopole capitaliste international. Et cela se voit maintenant. Tout est, qu'on appelle aujourd'hui progressivement, dans les mains de l'étranger. Parce que la bourgeoisie nationale n'a pas eu le temps de se consolider mieux. On est venu encore la décapiter, offrant donc le champ libre au monopole international. Promouvoir les fabrications locales n'est pas impossible. Un ajusteur tourneur en donne la preuve à Parakou. Il a conçu une moulinette à maïs. En agrotourisme, des étudiants de la faculté des sciences agronomiques lui ont rendu visite. Jules Akoykou et Roch Akoynou étaient de la partie. On suit le reportage. Des étudiants en agronomie à l'université d'Abomey-Calavi chez Yoro Toro Yakubu. Surprise et véritable joie pour le fabricant de machines agroalimentaires à Parakou. Aujourd'hui, nous sommes très contents avec cette visite parce que nous sommes en train de comprendre qu'on ne peut pas tout faire toujours dans les quatre murs. Il faut qu'on sorte. Donc, cette ambition de ces étudiants, vraiment, ça nous va directement au cœur. Parce qu'aujourd'hui, nous devons nous mettre ensemble pour mieux faire. Aujourd'hui, avec l'expérience qu'ils ont, avec ce que nous-mêmes on a ici en place, si nous nous mettons vraiment au travail, je suis sûr que nous allons relever le défi. Sa spécialité, fabriquer des machines adaptées aux besoins de ses clients. De son unité de soudure, d'ajustage et de forge des arts métalliques installée en 2013, plusieurs dizaines de modèles de machines sont sortis, comme cette moulinette à maïs. Au Bénin, rares sont ceux qui sont dans ce domaine d'activité-là. Et très peu sont ceux qui sont dotés de grands moyens. La curiosité de ces étudiants, admiratifs de ces innovations, ne s'est pas limitée à comment arrivent-ils à concevoir ces machines. Ils ont aussi cherché à savoir la source de son inspiration et la force de sa motivation. Mais la réponse du fabricant est sans embâche. Il faut avoir de l'amour et la passion pour son travail et tendre chaque jour vers la perfection. Au même moment, nous sommes en train de mettre aussi quelque chose encore en cours, vu aux ambitions que je vous dis toujours. Ça veut dire quoi? Ce que vous avez appris, ce n'est pas ça forcément vous devez avancer avec. Et s'il me disait, bon, je vais toujours attendre les parents, ça ne pourrait pas aller. Mais avec cette ambition que j'ai prise, c'est ça qui est en train de m'amener ici. Belle leçon retenue par ces étudiants qui repartent satisfaits du savoir-faire de cet artisan. Faisons à présent une incursion dans les arts et cultures. C'est avec Marcel Arossi qui est allé à la rencontre des acteurs culturels. Reportage. De la musique au théâtre, en passant par la danse, la mode, le cinéma, la littérature, les arts, le savoir et la tradition, plusieurs manifestations animent la vie culturelle au Bénin. En dépit de ses immenses potentialités, le secteur peine depuis quelques années à rayonner. Depuis près de 3 ans, on est là, il n'y a pas trop d'initiatives parce que les acteurs culturels manquent d'accompagnement venant du plan national. Le secteur culturel béninois a besoin d'être repensé, d'être restructuré. Voilà un secteur où les tests existent, mais on passe à côté de l'application des tests. Depuis 2 ans, le secteur a été sevré. Il n'y a pas de pays qui vit sans culture. Et vous savez, les artisans, les comédiens, ils ont quoi? Il y a des artistes professionnels. Il y a des artistes qui font quelque chose, mais il y a des gens qui ne font que ça. Et si on ne pense pas à ceux-là, on crée carrément la calamité.
Et pourtant, la culture apparaît comme un véritable atout pour le succès touristique du pays. Au Bénin, chez nous, nous avons quoi? Nous n'avons pas de l'or. Nous n'avons aucune richesse sous notre terre. La seule chose qui peut attirer du monde vers nous, c'est la culture. Avec la culture, d'abord, notre culture est très riche. Nous avons tellement de choses chez nous que les autres ont envie de voir. On ne peut pas détacher le tourisme de la culture et dire que ça va marcher. Les deux vont de pair. C'est à travers la culture qu'on peut vendre le pays, qu'on peut promouvoir le tourisme. Tout ce que nous pouvons vendre, c'est la spécificité béninoise. Et cette spécificité-là réside dans notre culture. Donc le tourisme vit de la culture. Sur un autre plan, l'exercice généralisé des activités culturelles dans l'informel ne favorise pas une lisibilité de l'impact du secteur sur l'économie. Ici, dans notre pays, les statistiques ne sont pas existantes. Eh bien, on n'arrive pas à quantifier la contribution réelle de la culture à l'économie béninoise. La culture pourrait constituer à elle seule la richesse du Bénin pour peu que les conditions soient remplies pour sa pleine éclosion. Le cinéma africain et burkinabé en particulier est en deuil. Idrissa Ouedraogo, réalisateur et producteur burkinabé, est décédé dimanche dernier à Ouagadougou à l'âge de 64 ans. Auteur d'une quarantaine de films, Idrissa Ouedraogo a été récompensé dans les plus grands festivals, obtenant notamment le Grand Prix du jury au Festival de Cannes pour le film Tilaï en 1990. Retour sur le parcours de l'homme dans ce reportage. Né à Banfora au Burkina Faso, il va passer son enfance dans un village à quelques encablures de Waïgouya, la terre de ses ancêtres au nord du pays. Thé noir, taille élancée, le regard vif, Idrissa Ouedraogo a la personnalité très ouverte et en même temps énigmatique comme ses créations cinématographiques. Producteur, scénariste, metteur en scène et analyste de cinéma, tout a commencé pour lui en 1977, année de son inscription à l'Institut africain d'études cinématographiques de Ouagadougou, où il sort major de sa promotion. Il réalise alors son premier film en 1981, un court-métrage de fiction qui obtient le prix du meilleur court-métrage au Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. C'est avec son film Tilaï, récit d'un amour impossible, qu'il remporte en 1991 les Talons d'or de Yenenga, le plus prestigieux prix au FESPACO. Une année auparavant, il remportait le Grand Prix du jury au Festival de Cannes avec le même film. Avant, il y avait eu Yaba, l'histoire d'une grand-mère rejetée comme une sorcière, ou encore Yam Dabo. En 1986, c'est le premier long métrage d'Idrissa Ouedraogo à sa sortie de l'IDEC, grande école de cinéma à Paris. Il inaugure une nouvelle façon de faire, exile les grands discours politiques des années 1970. Ses secrets, s'inspirer du quotidien des Burkinabés, se servir d'un décor du village à travers la beauté de la nature et la richesse culturelle moaga. En 2001, il produit et réalise la série à succès Kadijoli qui a fait le plaisir de millions de téléspectateurs sur le continent africain. Il a à son actif une trentaine de films dont 10 longs métrages. Pour un spécialiste des cinémas d'Afrique, au Burkina Faso, il y a 2 grands réalisateurs, Gaston Kaboré et lui. Ce cinéma a fait le tour du monde. Tous les films d'Idrissa ont été à Cannes. La sécheresse sévit toujours dans la cité touristique la plus populaire d'Afrique du Sud. La plupart des barrages dans la ville du Cap ont une capacité d'environ 20%. Si les niveaux de barrage continuent de baisser, les robinets de la ville seront asséchés d'ici juin. La sécheresse qui sévit dans la province du Cap occidental dure depuis 3 ans maintenant. Cette semaine, 8 mm de pluie sont tombés, pas assez pour les besoins de la région. C'est sur cette brève que nous mettons un terme à cette édition. Merci de votre fidélité. À bientôt.